Bonsoir, M. Lam. Avez-vous des sujets que vous aimeriez qu'on discute? Oui. N'avez-vous d'autres? Je prends une chance à vous demander que. Différence entre l'esprit et l'âme, ça c'est une bonne. N'avez-vous d'autres? C'est très très important la différence entre l'esprit et l'âme. On peut faire ça. Si on regarde l'homme d'un point de vue occulte, quand je dis occulte, je veux dire à partir d'un niveau de conscience qui n'est pas conditionné par les sens et qui n'est pas relié à l'expérience humaine. Autrement dit, un niveau de conscience pure où se situe, où évolue ce qu'on appelle le principe de l'intelligence, autrement dit le principe de la lumière, autrement dit le principe de l'évolution énergétique, mais en tant que, non seulement conscience, mais en tant que puissance dans l'univers local. Et qu'on regarde l'homme, on s'aperçoit que l'homme n'est pas simplement un être matériel, n'est pas simplement un être qui expérience à travers les sens la matérialité, mais il est aussi un être qui n'a pas souvenir de son origine. L'homme n'a pas souvenir de son origine. Et la raison qu'il n'a pas souvenir de son origine, c'est parce que la conscience de son origine a été remplacée par la pensée. Et quand vous pensez, vous avez une réflexion, vous expérimentez une réflexion personnelle qu'on appelle une réflexion égoïque. Et cette réflexion égoïque vous permet, sur le plan matériel, de prendre conscience limitée de votre réalité à l'intérieur du monde spatial. Mais elle ne vous permet pas de prendre conscience de votre réalité à l'extérieur de ce monde-là. Et à cause de ceci, l'homme, techniquement parlant, vit une expérience très limitée sur le plan matériel parce qu'il est obligé, pour concevoir, pour comprendre, pour étudier, il est obligé de constamment réfléchir et à analyser les différentes propositions qui viennent vers lui dans son expérience psychologique. Que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau de la philosophie, la religion, les relations intimes, et ainsi de suite. Et au cours de l'évolution, ce qui va se produire chez l'homme, c'est que, au lieu de prédéterminer sa conscience, c'est-à-dire au lieu d'avoir une conscience qui fait partie des assises de la mémoire de sa race, l'homme aura une conscience dont l'origine sera à l'extérieur de son moi. C'est-à-dire à l'extérieur de tout ce qui en lui crée de la réflexion. Cette conscience-là lui permettra en tant qu'être, finalement, de réaliser son rêve, le rêve millénaire de l'humanité, c'est-à-dire sa capacité de pouvoir expliquer tout. Et quand je dis expliquer tout, ce que je veux dire, c'est, accéder selon lui, selon sa vibration, à ce qu'il a besoin de savoir pour être parfaitement équilibré dans ses énergies. On n'a pas besoin de savoir en tant qu'homme ou en tant qu'être. On n'a pas besoin de savoir tout dans le sens global du terme. Mais on a besoin d'accéder à tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est très important de faire la différence. On n'a pas besoin d'accéder, de savoir tout, parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Mais c'est comme vous n'avez pas besoin d'avoir la mer à boire, vous avez simplement besoin de pouvoir accéder à de l'eau pour remplir votre verre. C'est un petit peu comme ça. Donc l'homme a besoin d'accéder à tout. Et accéder à tout, ça demande, à un certain point, une transmutation de son être, parce que l'homme est l'homme
est un être d'habitude sur le plan mental, dans le sens que la pensée, pour nous autres, ça fait partie de notre personnalité. On est habitué à penser. On est né depuis qu'on pense. On pense depuis qu'on est né. Pas penser, ça serait très désagréable pour nous, parce que quand on pense, on a l'impression qu'on est. Vous vous rappelez Descartes, je pense donc je suis, ainsi de suite. Et avec l'évolution, là, on va s'apercevoir que penser, ce n'est pas l'ultime définition de sa réalité, c'est simplement une fraction de sa réalité. Par contre, pour en arriver à réaliser l'autre fraction de sa réalité, il va falloir qu'il s'ajuste au fait que penser ne fait pas partie de sa réalité, mais que penser fait partie d'une autre réalité, mais dont le taux vibratoire ajusté à sa personnalité lui donne l'impression qu'il est en mode jeu. C'est le fait qu'il a l'impression d'être en mode jeu, donc être dans un mode où le moi s'exécute selon sa volonté, donc son libre arbitre, qui lui donne sur le plan matériel la joie de vivre, c'est-à-dire la joie de ne pas être dominé par des mondes supérieurs ou plus avancés que lui. Donc l'homme a techniquement sur le plan matériel une vue très luminocentrique de lui-même, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus multidimensionnel que ceci. Seulement, pour s'habituer à cette multidimensionnalité-là, c'est difficile, parce que, étant un être d'habitude, il a formé au cours de son expérience, au cours deux générations, il a formé une personnalité qui est totalement la réflexion de son âme dans la matière. La personnalité, c'est la réflexion de l'âme dans la matière. La personnalité, c'est les agissements de l'âme à travers le matériel, sur le plan matériel. Alors que l'esprit, c'est une autre dimension de l'homme. L'esprit n'a rien à voir avec la matière, l'esprit n'a rien à voir avec l'âme. L'esprit, c'est une entité continue, c'est-à-dire une force de vie ou un principe de conscience qui n'est pas existentiel, qui est prescient et qui totalement intemporel, mais qui vient avant l'homme. L'esprit vient toujours avant l'homme, dans ce sens que l'esprit connaît le futur de l'homme comme il connaît le passé de l'homme globalement, parce qu'il n'est pas limité par les sens. Et l'esprit n'est pas simplement un principe, on dit souvent que l'esprit est un principe, mais dans le fond, l'esprit c'est une entité universelle, c'est un ajusteur de pensée, c'est une fonction cosmique, et c'est un être qui, dans sa luminosité, détient les clés d'évolution de l'âme incarnée qu'on appelle l'homme. Le problème qu'on a sur la Terre à cause des philosophies rationnelles, puis aussi à cause des religions qui ont limité l'ascendance de l'homme au niveau universel, on a des difficultés en tant qu'être pensant matériel limité de concevoir qu'on peut être égal en intelligence à ce qu'on appelle l'esprit. Non pas en termes de la globalité, mais en termes de la non-manipulation de l'être par l'esprit. Et au cours de l'évolution, l'homme va réaliser que, en arriver à ne plus être manipulé par l'esprit, c'est-à-dire à ne plus être forcé de vivre un mode d'expérience qui sert à l'évolution de l'âme, l'homme va en arriver à pouvoir bénéficier de son esprit, c'est-à-dire à équilibrer sa relation avec un plan mental, parce que l'esprit s'exécute dans le plan mental, à équilibrer sa relation avec le monde de l'esprit à un point où l'homme un jour sera télépathique, l'homme un jour pourra se guérir, l'homme un jour pourra travailler sur la matière à différents niveaux, et l'homme un jour aussi pourra accéder à des plans qui font virtuellement partie de sa réalité inconnue aujourd'hui. Donc l'esprit, ce n'est pas simplement un principe dans le sens philosophique du terme, mais l'esprit est réellement une entité universelle, et cette entité universelle-là, au cours de l'évolution, cherche à s'unifier avec l'homme pour créer ce qu'on appelle une conscience supérieure, c'est-à-dire une conscience universelle, une conscience mentale, et un être sur le plan matériel qui est capable de répondre aux différents besoins de sa race. Un des grands besoins de la race humaine sur la Terre, aujourd'hui, comme dans le passé, c'est d'en arriver à pouvoir, un jour, donner
à la planète, donner au monde ce qu'elle a de besoin pour que l'homme puisse établir un équilibre, une harmonie avec elle. Aujourd'hui, on tente de le faire à travers la science, on a tenté dans le passé de le faire à travers la religion, et un jour on arrivera à le faire à travers la conscience. C'est à travers la conscience que l'homme en arrivera un jour à pouvoir établir un équilibre entre son monde matériel et lui-même. Mais pour ça, ça prendra de la conscience, c'est-à-dire un esprit suffisamment présent dans l'homme pour que il puisse, en tant qu'être, facilement se dissocier de la réflexion psychologique de son moi pour en arriver un jour à établir des normes de conscience et d'ordre dans un monde extrêmement animalisé qu'on appelle la planète. Mais pour ça, ça va demander beaucoup de transformation d'humanité et une grande initiation sur le plan personnel, parce que l'homme n'est pas habitué, en tant qu'être, à se concevoir parfaitement. C'est très difficile pour l'homme de se concevoir parfaitement. Les anciens appellent ça se connaître parfaitement. Moi, je préfère le thème se concevoir parfaitement parce que dans la conception de soi, on est obligé d'en arriver éventuellement à une conclusion fondamentale, c'est que la conscience de l'homme, c'est une conscience absolue. Et pour que l'homme en arrive à concevoir qu'il est doté d'une conscience absolue, il va falloir, avec le temps, qu'il en arrive à pouvoir mesurer sa relation avec l'invisible, avec le plan mental, avec l'ajusteur de pensée, avec ces principes-là qui évoluent en parallèle avec lui, mais qui ne sont pas, dans son expérience, évaluables, parce que la pensée subjective de l'ego ne peut pas, pour toutes sortes de raisons qu'on peut expliquer, ne peut pas substituer le je pour le tu. Ou le petit moi pour le grand moi, ou le petit je pour le grand je. C'est très difficile pour l'homme. Donc l'homme se protège de l'insanité par sa personnalité, en ayant une personnalité suffisamment balancée, mais un jour il va être obligé d'aller plus loin que sa personnalité. L'homme sera obligé un jour de rentrer réellement dans sa personne, ce que j'appelle l'identité de sa personne, et finalement réaliser dans son expérience mentale que la substitution de son je pour le tu équivaut, sur le plan psychique, à l'autodestruction de son moi planétaire. Quand je parle d'autodestruction de son moi planétaire, je ne parle pas d'autodestruction dans un sens négatif. Je parle de transmutation, de métamorphose totale de l'ego, pour en arriver un jour à pouvoir se dissocier complètement de la conscience spirituelle qui a été pendant l'évolution la tour d'ivoire de l'homme égo planétaire. Un jour, l'homme réalisera que la conscience spirituelle, c'est une conscience temporaire qui fait partie de l'évolution et qui fait aussi partie du fait que l'homme, en tant qu'être pensant, ne peut pas se dissocier absolument des forces universelles, pour la simple raison qu'il n'est pas capable absolument de s'associer avec elles. Si l'homme est incapable de s'associer absolument aux forces universelles, il réaliserait que les forces universelles, dans leur travail, peuvent être extrêmement dures à travers son expérience, ce qu'on appelle une programmation, et que dans ce mouvement-là, l'homme en arriverait à énormément détester l'invisible, à énormément détester tout ce qui est d'ordre spirituel, autrement dit, à détester tout ce qui ne peut pas être amené à une relation égale avec lui. Donc, l'homme de l'évolution, qu'il appartienne à n'importe quelle race, n'importe quelle civilisation, n'importe quelle religion, n'importe quel système philosophique, a toujours expérimenté une relation verticale avec les plans. Et un jour, ça devrait être détruit, ça. Et c'est l'homme lui-même qui le détruira. À partir de 69, on a commencé à être transmis de l'information concernant l'ego, la psychologie évolutionnelle, ainsi de suite. Ça, c'est un début, ça fait partie du développement de la conscience sur la Terre. Mais au niveau de l'homme, en tant qu'individu, ce développement psychologique-là, cette nouvelle science du mental, va l'amener éventuellement à devoir complètement se dissocier spirituellement de ce qui est invisible. Et ça, c'est pas facile pour l'homme. Parce que la spiritualité pour l'être humain pendant l'évolution, ça a été
Ça a été son réconfort moral. Et l'homme avait besoin de spiritualité parce que l'homme n'était pas capable de s'identifier complètement à une infinité. Donc, au lieu de prendre conscience absolue de lui-même, il a situé, il a conceptualisé une infinité à l'extérieur de lui-même, qu'on appelle Dieu, ou n'importe quoi. Et en faisant ça, il a perdu sa volonté de combattre l'occulte. La spiritualité, c'est la perte de volonté ou du pouvoir de l'homme de combattre l'occulte. Et l'occulte devra et sera un jour combattu. Et quand je dis combattu, je veux dire réellement combattu sur le plan personnel. Quand on regarde l'occulte d'un point de vue initiatique, ou d'un point de vue occulte, on le regarde comme étant un monde qui doit être ajusté à la volonté de l'homme, et non pas l'envers. Et pendant l'évolution, on a considéré l'occulte ou les facettes les facettes moins rigoureuses de l'occulte qu'on appelle la spiritualité, comme étant des facettes nécessaires à l'évolution de l'homme, alors qu'en réalité, la spiritualité et l'occulte non intégré deviennent, avec le temps, des paramètres inconsistants avec la conscience absolue de l'homme. Il est évident que ce n'est pas facile pour un être humain de penser à l'extérieur de ses structures, parce que la pensée fait partie de sa personnalité. Donc, il y a des initiés il y a des initiés dans le monde dont le rôle, si vous voulez, ou le but, ou la fonction, et à travers leur propre initiation, qui est une initiation très très souffrante, sont amenés avec le temps à décortiquer la relation avec l'occulte. En tout cas, les initiés qui viennent là décortiquent ou décortiqueront la relation entre l'homme et l'occulte. Et les initiés, en décortiquant la relation entre l'homme et l'occulte, feront pour la première fois transparaître sur le plan matériel les différentes notions qui structurent d'une manière ordonnée les architectures de l'univers local, donc les mystères. Une fois que l'homme aura accès aux mystères, ce qu'il n'a jamais pu avant accéder, l'homme finalement prendra conscience que dans ce travail profond des mains herculéens, il en arrivera à pouvoir établir une relation très très intime avec le plan mental. Puis établir une relation intime avec le plan mental, ça veut dire traiter avec des entités de haut niveau, je ne parle pas des morts là, ou des entités spirituelles, traiter avec des entités de haut niveau qui n'ont jamais eu d'incarnation, qui sont totalement en relation télépathique avec l'homme, donc à travers la pensée, et qui à l'origine sont les grands manufacturiers de la pensée. C'est pas facile pour l'homme de s'imaginer ou de prendre conscience que sa pensée est un produit manufacturé. Parce que l'homme aime à penser que c'est lui qui pense. L'homme aime à penser que c'est lui qui manufacture sa pensée. Mais la raison pour laquelle l'homme aime à penser qu'il pense, c'est parce que ça fait partie des habitudes de pensée. Et au fur ou à mesure où il va se conscientiser, il va perdre ces habitudes-là, et un jour, la pensée, au lieu d'être réfléchissante, ou réfléchie ou psychologique, elle va devenir presciente. Presciente, ça veut dire qu'elle va précéder la science de l'ego. À partir du moment où la pensée va être presciente et qu'elle va précéder la science de l'ego, l'homme va rentrer dans un autre ordre de pensée. Il y aura toujours de la pensée, mais à ce niveau-là, la pensée ne sera plus une pensée fondée sur le principe de la réflexion. Elle sera fondée sur le principe de la télépathie. Et ce que j'appelle la télépathie, c'est pas ce que vous concevez comme de la télépathie. De la télépathie, c'est une mise en mouvement d'une énergie mentale qui permet à l'ego et à l'ajusteur de pensée dans un même moment, dans un même instant, de collaborer à la fusion d'une énergie supérieure qu'on appelle l'âme de l'esprit. L'âme de l'esprit étant une mémoire collective qui fait partie des mondes supérieurs et qui permet autant à l'homme qu'à l'esprit, donc qu'à l'ajusteur de pensée, de travailler à l'évolution de la conscience atomique.
la conscience atomique à n'importe quel niveau. Mais pour que l'esprit et l'homme travaillent à l'évolution de la conscience atomique, il faut que l'homme se dissocie du besoin psychologique de penser que la pensée vient de lui. S'il n'est pas capable de faire ça, il est obligé de vivre au niveau de l'âme. Il ne peut pas vivre au niveau de l'esprit. Et en vivant au niveau de l'âme, il est obligé de subir sa conscience. En subissant sa conscience, il n'a pas ce qu'on appelle la capacité de concevoir, de concevoir son être, ou de concevoir la dimensionnalité de son être, ou de concevoir la dimensionnalité de l'humanité, ainsi de suite, ou de concevoir ce qu'il veut, autrement dit, d'avoir le poids et la mesure de ce qu'il a besoin de savoir pour expliquer ce qu'il sait. Une personne comme moi qui parle, qui est en public et qui parle depuis 20 ans, 25 ans, je suis obligé de savoir pour faire mon travail. Donc je suis obligé d'avoir accès à de l'information pour faire mon travail. J'ai besoin d'accéder à l'océan, comme on dit, pour remplir mon verre d'eau, qui est mon travail. Si je ne peux pas accéder à cette océanie-là, à ce moment-là, je ne peux pas faire le travail, et à ce moment-là, j'ai plus de raison d'être en tant qu'homme. Donc, je m'éteins, je meurs, je change de l'air. Pour l'homme, c'est la même chose, mais à un autre niveau. L'homme n'étant pas initié par le plan mental, mais étant amené à une initiation mentale, il n'a pas, pour le moment, la force intérieure suffisamment développée pour combattre l'occulte. Parce que il y a trop de crainte en lui, puis la crainte, ça fait partie de sa spiritualité, la crainte, ça fait partie de la division de son être, la séparation de son être de cette grande totalité-là, et c'est pour ça qu'il trouve toujours refuge dans la personnalité, ou dans la religion, ou dans la spiritualité. Mais si l'homme, ou quand l'homme deviendra, ou sera initié à son propre mystère, l'homme pourra facilement se dissocier de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il pense savoir, et commencer finalement à se connecter à ce qu'il a accès à savoir. Et c'est là que l'homme va rentrer dans ce qu'on appelle le monde de l'esprit, et que l'homme va faire partie de la grande communion de l'esprit, c'est-à-dire de ce travail gigantesque qui permet à l'esprit et à l'homme, donc au mortel, de travailler ensemble pour créer éventuellement sur la Terre et dans d'autres mondes une civilisation parallèle à celle qu'on connaît. Civilisation morontielle, qui sera totalement en dehors du plan matériel, mais qui ne fera pas partie du monde de la mort. Et à ce moment-là, l'homme aura terminé son rôle sur la Terre en tant qu'âme incarnée, et l'homme pourra morontialiser son énergie, puis là, il y aura d'autres évolutions qui se produiront. Mais, pour revenir à une chose plus simple, l'homme a besoin sur la Terre de comprendre non simplement la réflexion de la pensée dans son ego, mais le jeu, la manipulation qui fait intrinsèquement partie de la conversation entre les plans et lui, mais non lu et non interprété par lui correctement. Si l'homme était capable de correctement interpréter ce qui se passe dans sa tête, l'homme n'aurait jamais de problème psychologique. Vous ne seriez même pas ici. L'homme n'aurait aucun problème psychologique. L'homme n'aura aucun besoin de comprendre. L'homme n'aura aucun sentiment de ne pas comprendre. L'homme n'aura aucun besoin de se comparer aux autres. L'homme n'aurait aucun besoin de se questionner. L'homme n'aurait aucune solitude karmique, autrement dit, il ne se sentirait pas une âme incarnée dans la matière. Donc, et en relation avec les hommes, il y aurait une voyance intégrale. C'est-à-dire que dans sa relation avec l'homme, ce serait très facile pour lui de traiter avec l'homme parce qu'il connaîtrait l'homme, parce que lui-même se connaîtrait lui-même. Donc, ses relations sociales, le mariage, les amis, ainsi de suite, ce serait très facile pour lui. Alors que dans le cas présent, c'est pas facile, le mariage, on le sait tout. Les relations sociales, c'est pas facile, on le sait tout. Et plus on est sensible, moins c'est facile. Et ça fait partie des grandes souffrances de l'âme sur la Terre. Ça, c'est sur le plan humain, sur le plan personnel. Amener ça au niveau des nations, américains, russes, français, japonais, chinois,
africain, blanc, suite. Les autres, ça va partir de sa grande école. On sait tous que ça va partir de sa grande école. Mais l'homme va être obligé de réaliser un jour que l'évolution, ultimement parlant, n'a rien à voir avec l'évolution de la colonie humaine sur la Terre. L'évolution a à faire avec l'individu, point final. Et pendant l'évolution, ça n'a pas été compris, ça, parce que pendant l'évolution, les pouvoirs temporels, les pouvoirs étatiques ont établi que l'État est plus important que l'homme, que la conscience collective est plus importante que l'homme, que les données ou les paramètres qui investissent l'homme avec certaines valeurs morales, que ces paramètres-là sont toujours pour le bien de la société. Et l'homme a toujours été en recul. L'homme a toujours été un citoyen sur sa planète, mais un citoyen de deuxième classe. Alors que l'État politique ou l'État spirituel, le Vatican par exemple, demeurait pour l'humanité le siège fondamental de la culture spirituelle. Et dans l'évolution, ça va être totalement fracassé. L'homme va devenir finalement le grand promoteur de son identité. Mais sur une base totalement individuelle. Ça ne touchera pas la société, ça. Ça touchera simplement l'homme. Et pour ça, il faudra que l'homme passe du plan mental réflectif, donc du plan de l'âme au plan de l'esprit. La différence entre les deux, entre le monde de l'esprit et le monde de l'âme, est fracassante. Je vais vous donner un exemple. Si on regarde ça au niveau occulte. M'entendez-vous? Oui. Si on regarde au niveau occulte et qu'on regarde les deux plans, alors vous avez le plan de l'âme, vous avez le plan de l'esprit. Et si on prend une définition de l'âme au niveau à partir du plan mental, l'âme, c'est simplement une façon d'être. Quand l'homme est dans son âme, il n'est pas. Autrement dit, son existence est purement catégorielle et elle fait partie des statuts institués par sa société. Moi, j'appelle ça, l'homme appartient à la mémoire de la race. Vous êtes un peu de votre race. Si vous êtes né au Québec, vous êtes Canadien-Français, vous avez l'âme du Québécois. Si vous êtes né en France, si vous êtes né en Chine, vous avez l'âme du Chinois, ainsi de suite. Vous n'avez pas d'individualité intégrale, parce que l'âme de la race vous impose, par vibration, par symbologie, par culture, des modes de perception qui font partie de la mémoire de la race, qui font partie du passé. Alors que si vous étiez sur le plan de l'esprit, dans le monde de l'esprit, l'homme est totalement sans conscience dans le monde de l'esprit. Quand je dis que l'homme est sans conscience, je ne veux pas dire que l'homme n'a pas de conscience. Je veux dire que il est sans conscience humaine. Donc un homme conscient n'a pas de conscience humaine. Il n'a pas de conscience qui appartient à sa race. Il y a une conscience qui fait partie de sa relation avec le double. Il peut très facilement ajuster cette conscience-là, l'harmoniser avec la conscience de la race, pas de problème. Moi, quand j'arrive à un numéro, j'arrête, comme tout le monde. Mais si je voulais, je pourrais continuer. Puis si je voulais, je saurais qu'il n'y a pas de politique qui me regarde. Mais je ne le fais pas parce que vous êtes en arrière, et si je passe à la lumière rouge, vous allez vous poser une question, vous allez dire, bon, mais il y a un citoyen qui ne respecte pas les lois, ça va plutôt vous agacer. Donc, je ne le fais pas. C'est dans ce sens-là que l'homme conscient respecte la conscience de l'humanité. Mais sur un plan absolu, il pourrait réellement traverser la lumière rouge. Et la raison que je dis ça, c'est parce que dans l'esprit, l'homme n'a pas la crainte psychologique associée à l'ego. Tandis qu'au niveau de l'âme, l'homme a toujours la crainte psychologique associée à l'ego. La police va-tu me voir? Je vais-tu payer un ticket? Tandis qu'au niveau de l'esprit, l'homme ne vit pas ça. Moi, je suis allé au restaurant ce soir-là. Puis quand je vais au restaurant, moi, j'aime ça partir devant le restaurant, débarquer, je chante. On n'aime pas marcher 15 000 pour aller me trouver un parking.
Puis en général, quand je suis accompagné, les gens disent, bon, ben, tu vas un ticket. C'est pas grave. Un ticket, je suis capable de payer le ticket. On va travailler plus fort. Mais moi, je veux parker ici. Ou je peux dire, je ne donnerai pas de ticket. Souvent, quand j'ai un ticket, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Ça les dérange. Ça les fait travailler un petit peu. Moi, ça me dérange pas avoir un ticket. Fait que je débarque dans mon char, je m'en vais au restaurant, je sais que je vais avoir un ticket, mais je suis bien. Je digère bien. Les autres gèrent un petit peu moins bien, mais ça fait partie de l'expérience. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Parce qu'au niveau de l'âme, on a toujours des craintes, on a toujours des anxiétés à un niveau ou à un autre. C'est pour ça qu'un être conscient, c'est pour ça que je dis que l'être conscient n'appartient pas à l'humanité. Ça veut dire qu'il ne se mouille pas à l'humanité, mais il n'appartient pas à l'humanité. Parce qu'il est toujours dans un processus de non-réflexion. C'est-à-dire que sa pensée n'est pas attribuable à son ego. C'est évident qu'on n'en arrive pas facilement à cette conscience-là parce que il y a un travail de démolition que doit se faire. Ce que j'appelle une initiation, c'est un travail de démolition. Puis, dépendant des individus, ça prend plus ou moins de temps. Mais l'homme ne peut pas passer à une conscience intégrale, une conscience mentale, ne peut pas passer à une télépathie intégrale avec le plan mental sans vivre de la démolition parce que les meubles, ce qui meuble sa personnalité, ça doit être changé de place. Il faut changer les meubles de place pour entrer des nouveaux meubles. Et ça, c'est difficile. Mais si on regarde l'évolution de l'homme en termes de conscience planétaire, dans un cycle très très restreint, par exemple dans une vie, dans une génération, ainsi de suite, on s'aperçoit que l'homme en arrive assez rapidement à voir et à sentir qu'il ne fait pas partie de l'humanité. Il fait partie un petit peu, mais plus l'homme est conscient, plus il s'aperçoit qu'il ne fait pas partie de l'humanité. Dans ce sens que il ne fait pas partie de la mémoire de la race. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas les lois de l'humanité, mais dans le sens que sur le plan psychologique, il appartient de moins en moins à la mémoire de la race. Et ça, c'est la mesure chez l'être humain qui lui permet de savoir s'il passe du plan de l'âme au plan de l'esprit. Et plus l'homme va sentir cette différence avec l'humanité, cette grande, grande différence avec l'humanité, plus il va passer au plan mental, et plus ça va être naturel pour lui de réaliser que les ambitions de l'humanité, le monde, si vous voulez, dans sa conscience existentielle, ça ne fait pas partie de son expérience à lui, ça fait partie de l'expérience planétaire. Et lui, il a son expérience très particulière, mais il est capable de l'harmoniser à l'expérience du monde pour pouvoir bénéficier de ce que l'homme a fait dans le monde. Quel est le prix à payer pour l'homme? Il y a une petite perte de mémoire. Quand tu te conscientises, tu vis une petite perte de mémoire. La perte de mémoire fait partie du fait que l'ego n'est plus sollicité comme auparavant. Et comme l'ego n'est plus sollicité comme auparavant, il n'a plus, comme auparavant, autant d'accès à sa mémoire mécanique qu'auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il perd la mémoire. Ça veut dire que la mémoire égocentrique qui lui donnait auparavant sa sécurité intellectuelle, elle est un peu diminuée, un peu mise à l'écart, pour qu'elle prenne conscience qu'il est capable de savoir sans mémoire. À partir du moment où vous commencez à réaliser que vous pouvez savoir sans mémoire, que vous n'avez pas besoin de mémoire, puis que vous pouvez accéder à du savoir, puis que vous commencez à accéder à du savoir qui ne fait pas partie de votre mémoire, vous allez commencer à réaliser que vous changez. Et ce changement-là, mais il n'y a pas de fin. Vous allez changer jusqu'à temps que vous mouriez. Mais au moins, vous ne serez pas inquiète, puis vous ne pensez pas que vous êtes Alzheimer. Moi, de la mémoire, j'en ai beaucoup pour mon travail, je n'ai besoin. Mais elle se retire, la mémoire, dans mon action de tous les jours. Je n'ai pas besoin. Donc, en tant qu'homme normal, j'ai plus beaucoup de mémoire. Mais si j'ai besoin du mémorien, ça vient.
Alors, l'homme a besoin de constater au cours de son expérience et au cours de son développement que la différence entre l'esprit et l'âme, ce n'est pas une différence quantitative, ce n'est pas une différence qualitative, c'est simplement une différence de vibration. Parce que l'esprit, on en a toujours eu. On vit au monde avec de l'esprit. Si on n'avait pas d'esprit, est-ce qu'il y a des chaises pour ces gens-là? Si on n'avait pas d'esprit, on ne pourrait pas penser. La pensée serait impossible. Donc, on a de l'esprit. Par contre, on a trop de mémoire. En ayant trop de mémoire, ça réduit le potentiel de notre esprit parce que la mémoire donne à l'ego l'importance d'une autosuffisance au niveau des catégories mentales. Un homme qui est très, très éduqué, qui est à l'université, qui a un doctorat, et ainsi de suite, a une autosuffisance psychologique au niveau de son moi. Mais cette autosuffisance psychologique-là, elle est totalement fictive, elle est totalement relationnelle, elle est totalement relative à ce qu'il a étudié. Elle ne fait pas partie de ce qu'il sait. Ça fait partie de la conscience de la race, et c'est nécessaire pour qu'il puisse développer les attributs nécessaires pour travailler dans un domaine quelconque. Le médecin a besoin de savoir ce qu'il sait, l'ingénieur a besoin de savoir ce qu'il sait, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils savent fait partie intégrale de ce qu'ils savent absolument. Et pour ça, il faut que l'homme passe à un autre niveau. Et le passage à un autre niveau est plus difficile chez certaines races que chez d'autres parce que certaines races, si on prend par exemple les grandes races religieuses ou les grands groupes religieux sur la Terre, comme les hindous par exemple, ce sont des êtres qui ont des grandes sensibilités, une grande sensibilité, grande intuition, mais ils ne sont pas capables de se dissocier d'un principe universel qui guide toutes leurs actions. Donc à ce moment-là, conséquemment, en tant qu'être appartenant à des vastes sociétés, il se crée au cours des millénaires une grande soumission à la loi karmique. Et les conséquences au niveau social, c'est la grande pauvreté matérielle des peuples. Alors que l'homme, l'hindou, transmuté, l'hindou qui accéderait à une conscience suffisamment développée pour qu'il puisse se dissocier du grand pouvoir du principe cosmique sur sa conscience personnelle, pourrait finalement en arriver à s'élever au-delà des superstitions et finalement commencer à combattre les forces occultes qui, dans leur travail, diminuent la lumière du mental et empêchent l'homme de savoir qu'il a une conscience absolue. Parce qu'un homme qui réalise qu'il a une conscience absolue, dans ce sens qu'il a absolument accès à l'immémoriel, vivant, à de l'information pour son travail, n'a plus besoin d'être supporté par la religion, par la superstition, par la philosophie. Il devient son propre support. À partir du moment où il devient son propre support, il n'appartient plus à la mémoire de la race, mais il est capable de s'intégrer à elle pour toutes sortes de raisons évidentes. Si vous me demandez, quelle est la différence fondamentale entre l'esprit et l'âme? L'esprit, c'est une force dominante dans la conscience de l'âme. L'âme, c'est un réservoir qui permet à l'esprit de constamment travailler les impressions qui font partie de son expérience. Donc, l'esprit travaille toujours la mémoire de l'âme, travaille la mémoire de l'âme, travaille la mémoire de l'âme. Quand on se fait travailler la mémoire de l'âme, on vit de la personnalité à tous les niveaux. Fait que si vous êtes jalouse, l'esprit va vous travailler la mémoire de l'âme. Vous allez vivre la jalousie. Si vous êtes orgueilleux, l'esprit va vous travailler cette partie-là de la mémoire de l'âme. Mais si vous êtes conscient de l'esprit, donc si vous connaissez les lois de la pensée, si vous savez que la pensée en soi est à la fois unidirectionnelle et à la fois bidirectionnelle, vous allez pouvoir finalement repousser ce que l'esprit fait chez vous
dans votre personnalité. Vous allez être capable d'y mettre un stop. À partir de ce moment-là, l'homme va commencer à prendre conscience de son pouvoir sur l'esprit, de son pouvoir contre l'esprit. Et tant que l'homme n'aura pas conscience de son pouvoir contre l'esprit, l'homme ne se sera pas libéré de l'occulte de sa conscience. Parce que même si vous êtes inconscient, si vous n'avez jamais entendu parler de l'occulte, vous êtes sujet en tant qu'être sur la terre aux lois occultes de la conscience. Regardez vos rêves. Vos rêves sont des constructions, des architectures qui font partie du travail de l'esprit à l'extérieur du phénomène de réflexion de l'ego. Si vous êtes suffisamment habile à interpréter vos rêves, vous voyez que dans vos rêves, il y a beaucoup d'intelligence. C'est très organisé l'affaire en haut. Ils sont capables de vous décrire avec des images, des choses qui vont se passer dans votre vie le lendemain, puis c'est à la lettre. Donc, l'esprit travaille à plusieurs niveaux. Mais sur le plan psychologique de l'ego, l'homme, à cause de la psychologie, à cause de Jung, à cause de certains psychologues qui ont développé le concept du subconscient, l'homme est capable d'accepter que les rêves, ça fait partie des autres mondes. Il n'y a pas de problème trop avec ça. Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ces rêves. Il y a pour son dire, c'est de la manipulation d'ailleurs. OK. Mais s'imaginez que sa pensée durant la journée, là, que ça aussi, ça fait partie de la relation avec les autres mondes, pour lui, c'est du stock. C'est tellement du stock qu'on est rendu en 1969, dans le temps universel, sur la Terre, et c'est en 1969 que le changement pendulaire a pris place, et que finalement, l'homme a commencé à recevoir de l'information, lui donnant conscience psychologique de son moi, et en même temps, lui donnait une science qui lui permettait de communiquer suffisamment à l'aise avec des plans dont il n'a aucune conscience visuelle. Ce que j'appelle la pensée vivante ou la télépathie. Mais une fois que l'homme rentre, ou que l'homme rentrera dans ce processus de transformation-là, ça sera très très facile pour lui d'en arriver un jour à déguiser, à démasquer l'esprit. Et démasquer l'esprit, ça fait partie de sa conquête des mondes invisibles. Ça fait partie du contrôle de sa vie. Parce que l'homme a très très peu de contrôle sur sa vie. La preuve, c'est que sa programmation peut être lue par des médiums. Si vous êtes capable d'avoir un médium, puis le médium est capable de vous dire, bon, mais dans 2 ans, tu vas avoir un accident, ça veut dire que la programmation est extrêmement rigide, ça veut dire que quelqu'un va t'amener dans 2 ans, là, pour que tu aies l'accident, au coin de cette rue-là, puis ce coin-là de rue. Il y a quelqu'un qui va t'amener là, c'est pas toi qui va t'amener là. Ce quelqu'un-là, ça fait partie des forces occultes. Il faut que ce soit cassé, ça. Pour que l'homme en arrive un jour, au cours de l'évolution, à mourir quand c'est le temps, puis à mourir quand tu veux. Au lieu de mourir n'importe quand. Puis mourir quand tu veux pas. Là, ça nous amène à regarder le phénomène de la mort. Le phénomène de la mort, ça fait partie de la grande angoisse de l'humanité. La mort, c'est la grande angoisse de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais compris la mort. Et la raison pour laquelle il n'a jamais compris la mort, c'est parce qu'il n'est jamais mort. Quand tu meurs sur le plan matériel, la mort, il est là après. Mais si tu ne meurs pas sur le plan matériel, parce que tu es toujours dans l'illusion de la vie, autrement dit, tu es toujours dans l'expérience de l'âme, à ce moment-là, l'expérience de la mort, c'est difficile parce que tu n'es pas capable de concevoir une nouvelle dialectique au niveau de ton moi. Tu n'es pas capable de concevoir une nouvelle relation entre ton moi, ta conscience et d'autres mondes. Tu n'es pas capable de concevoir une autre étape dans l'évolution du temps. Donc, tu n'es même pas capable de concevoir un autre état spatial parce que ta conscience sensorielle est plus puissante au niveau de la réflexion que ta conscience directe, télépathique avec eux autres. Si l'homme avait une conscience télépathique avec le plan mental et que l'homme étudierait la mort, étudierait le phénomène de la mort, ou étudierait la dimensionnalité astrale de cette conséquence de vivre dans la matière, l'homme verrait que la mort, c'est absolument pas ce qu'il pense. Tellement que les gens qui vivent de mort clinique, quand ils meurent cliniquement à l'hôpital, ils veulent plus revenir dans le corps physique.
Ils sont tellement bien, c'est tellement beau, c'est tellement ci, c'est tellement ça. Ils veulent plus revenir. Donc souvent, ils sont obligés de revenir, parce que ça fait partie de l'expérience de l'art. Souvent, ils reviennent parce que ça fait partie de l'éducation de l'humanité autour d'eux autres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous vous rappelez Dr. Moss. Mais il faut que ça aille plus loin, la conscience de la mort. Et ça va aller aussi loin dans l'évolution de l'homme que l'homme va perdre la conscience de son moi. Quand l'homme n'aura plus la conscience de son moi, il n'aura plus la conscience de la mort parce qu'il n'aura plus la crainte d'être séparé de son identité. C'est ça qui crée chez l'homme l'anxiété de la mort. Il a peur d'être séparé de son identité. Mais séparé de quelle identité? Il n'y en a pas! Au moins, il s'en avait une. Il n'y en a pas. Quand l'homme aura une identité, il n'y aura plus l'expérience, il n'y aura plus la crainte de la mort parce qu'il n'aura plus réfléchir sur le phénomène de la mort, comme il réfléchissait quand il n'y avait pas d'identité. Donc, avoir peur de la mort, penser à la mort, ça fait partie du manque d'identité de l'ego. Si l'homme avait une pleine identité, le phénomène de la mort, ça n'existerait pas pour lui, pour la simple raison qu'il ne serait pas capable de convertir une énergie astrale en conscience. Donc, quand vous pensez à la mort, vous êtes affecté par la mort, c'est parce que vous convertissez une énergie astrale en conscience. Cette énergie astrale-là fait partie de votre inconscience. Elle ne fait pas partie de ce que vous savez. Elle fait partie de votre inconscient. Et quand vous arrivez à un certain cap, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, là, vous pensez de plus en plus à la mort, puis vous finissez avec le temps par en souffrir psychologiquement. Jusqu'à temps que vous soyez emporté par une crise cardiaque, puis vous n'avez même pas eu conscience de mourir. Donc, la mort, sur le plan matériel, a les pensées de la mort, les pensées que l'homme a par rapport à la mort, ça fait partie de l'astralisation de sa pensée. Ça fait partie de l'astralisation de sa conscience. Donc, ça fait partie des mécanismes de l'âme qui sont mis en vibration par quoi? Par le monde de l'esprit. Et quand je parle du monde de l'esprit, je ne parle pas du monde de l'esprit avec la même onctuosité que vous autres, vous pouvez en parler, parce que pour moi, le monde de l'esprit, c'est un monde de manipulation. Donc, je n'ai pas l'affection, je n'ai pas l'amour pour le monde de l'esprit que l'homme a en général. Raison fondamentale, parce que je ne vis aucune spiritualité. Et raison secondaire, parce que la manipulation, ça fait partie des grandes relations qui existent entre l'invisible et le plan matériel. L'homme est constamment manipulé, toujours manipulé. Plus il est inconscient, moins il réalise, plus il est conscient, plus il le réalise, plus il est conscient, plus ça le forge. Et plus l'homme deviendra fâché ou colérique, plus l'homme en arrivera finalement à se rebeller contre cette manipulation, plus il prendra ses émotions animalisées sous contrôle, et plus il en arrivera à avoir une conscience mentale, c'est-à-dire une conscience qui est équilibrée avec le plan mental. Une conscience où le mortel est en équilibre avec l'ajusteur de pensée. Une conscience où le mortel est capable de parler à l'ajusteur de pensée. Une conscience où le mortel est même capable de dire qu'est-ce qu'il va faire quand il va mourir à l'ajusteur de pensée. Une conscience où l'homme est capable de forcer l'ajusteur de pensée à l'écouter et dire ouais, t'as raison. Quand l'homme sera capable de forcer l'ajusteur de pensée à lui dire ouais, t'as raison, l'homme aura raison sur l'ajusteur de pensée. Quand l'homme aura raison sur l'ajusteur de pensée, l'homme commencera à prendre conscience de la qualité absolue de sa conscience. Quand l'homme aura conscience de la qualité absolue de sa conscience, l'homme n'appartiendra plus à la race humaine sur le plan psychologique. Donc, il sera dans son identité, il aura conscience intégrale, sa conscience sera absolue dans ce sens qu'il pourra absolument traiter avec l'ajusteur de pensée. Et à ce moment-là, il pourra bénéficier d'une conscience créative sur le plan matériel, pour lui-même, en fonction de son propre développement et en fonction de son expérience personnelle, sans plus revivre le grand drame de l'humanité qui a été l'expérience de l'ego à l'intérieur d'une conscience collective, où l'ego était obligé de constamment s'abreuver à la source de connaissances qu'une humanité inconsciente lui a fournie depuis le début de son incarnation, pour former une personnalité
qui est totalement dissocié de sa réalité. Fait que ça, c'est un petit peu, là, pour répondre à votre question, la différence entre l'âme et l'esprit. Si on va plus loin encore, parce que c'est intéressant, et qu'on le regarde d'un point de vue médiumnique, l'âme, c'est la partie de l'âme qui ne lui appartient pas, alors que l'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui appartient. Donc, si l'âme, notre âme, notre mémoire, ce qui crée notre personnalité ne nous appartient pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas nous qui l'avons créé. Fait qu'on est fait en tant qu'homme d'énergie, de mémoire, et ce n'est pas nous qui l'avons créé. La crainte de Dieu, c'est pas nous autres qui l'a créé, ça fait partie des églises. Les idioties et les superstitions qui font partie des religions, c'est pas nous autres qui l'avons créé, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Tout ce qui convient d'appeler connaissance sur la terre, sur le plan spirituel, c'est pas nous autres qui l'avons créé. Ça fait partie de la conscience de l'humanité. Donc l'homme en tant qu'être a créé très peu de choses pour lui-même, je parle en tant qu'individu. Quand l'homme va se conscientiser, il va créer tout. Tout pour lui en tant qu'individu. Donc, ça veut dire quoi ça? Il ne sera plus capable d'accepter rien de l'extérieur. Un homme conscient ne peut rien accepter de l'extérieur. Il ne peut pas l'accepter, pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de la conscience créative, c'est pas réel. Donc, au fur et à mesure où l'homme cesse d'accepter ce qui vient de l'extérieur, il est obligé de remplir le vide créé par ça à partir de lui-même. Ça fait partie de son identité. Mais c'est pas facile parce qu'il est tout seul. Il ne peut pas demander à l'autre s'il a raison. Il ne peut pas demander à l'autre un support social, un support collectif. Il ne peut pas demander à l'université de corroborer ce qu'il sait. Il ne peut pas demander au prêtre de corroborer ce qu'il sait. Il est seul. Et cette solitude-là fait partie de sa régénération, de son évolution, de son identité, de sa souffrance au début seulement. Parce qu'un jour, tu es bien, je dirais pas content, là, mais un jour, tu es très, très bien dans ta peau. Tu es très bien à savoir que ce que tu sais, c'est pour toi, puis ça vient pas d'extérieur. Que tu n'es pas intéressé à savoir rien qui vient d'extérieur, à moins que ça confirme exactement ce que tu sais. Quand ça confirme ce que tu sais, mais là, tu es content. Tu dis, en voilà un qui comprend ce que je comprends. Pas de problème. Je me rappelle, moi, il y a bien des années, j'avais fait un manuscrit sur un livre, puis je l'avais envoyé en Californie pour la traduction, puis je l'avais oublié, parce que j'ai pas grand mémoire, puis un jour, j'ai reçu le livre par la poste, traduit. Quand je regardais le livre, j'ai dit, regardons ça, ce gars-là, il écrit exactement comme moi. C'était mon livre, je l'avais oublié. Fait que c'était intéressant comme expérience. Finalement, t'es pas tout seul. Fait que quand j'ai réalisé que c'était mon livre, ben là, j'étais moins content. Parce que ça me replongeait encore dans le même phénomène. S'habituer à ce qu'on est, c'est pas facile parce que on a toujours le doute, le fameux doute. Et le doute, essentiellement, c'est pas seulement le manque de certitude. Le doute, c'est le résultat de ne pas pouvoir détruire ce qui nous manipule. Donc, le doute, c'est de la manipulation. Si l'on pouvait détruire ce qui le manipule et créer ce qu'on appelle du doute, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de doute. Moi, quand même, on essaierait de me manipuler dans le mental pour me créer du doute. Je suis trop habitué, je connais trop à game. Fait que du doute, je ne vis pas ça. Dans n'importe quelle expérience, je ne vis pas ça. Et l'homme en arrivera à ne plus connaître le doute. Non pas parce que il se sera créé des opinions fortes, mais parce qu'il sera plus manipulable. Et le doute, c'est un des grands outils utilisés par les plans, autant sur le plan astral que sur le plan mental, pour amener l'homme à se construire une nouvelle architecture, ou pour amener l'homme à subir une architecture ancienne.
Le doute, c'est très grave. C'est pour ça que la croyance est si forte. L'homme préfère se lancer dans la croyance pour ne pas avoir à traiter avec le doute. Les grands philosophes ont souffert du doute. Il y en a qui sont venus fous avec le doute. Parce que le doute, c'est ultimement l'outil fondamental utilisé par l'invisible pour empêcher l'homme de savoir qui c'est. Il ne faut pas qu'on pense que parce qu'on parle des plans, qu'on parle de l'invisible, qu'on parle des autres mondes, qu'on parle des entités spirituelles ou qu'on parle des entités mentales, il ne faut pas s'imaginer que l'ontologie du pouvoir change. Le pouvoir, ce qu'est la définition fondamentale, absolue, catégorielle, ontologique du pouvoir, c'est le besoin de faire évoluer les plans inférieurs de l'énergie. C'est tout. Donc, une vibration supérieure qui rentre dans un monde inférieur, mais l'autre monde inférieur en vibration, elle le fait évoluer, c'est du pouvoir. Si vous amenez ce phénomène d'entropie là, dans le monde de l'homme, à partir des plans, vous avez ce qu'on appelle de la conscience humaine réfléchie. La conscience humaine réfléchie, où l'homme n'a pas d'identité, c'est le pouvoir de l'invisible sur la Terre. Ce pouvoir-là fait partie des assises expérimentales de l'homme, fait partie de la conscience spirituelle de l'homme, fait partie de la non-conscience de l'homme, fait partie de la souffrance de l'homme, fait partie du questionnement de l'homme. Donc, est-ce que l'homme un jour pourra renverser le pouvoir? L'homme renversera le pouvoir un jour quand il réalisera que l'invisible a le pouvoir sur lui. Il faut que tu connaisses ton ennemi. Donc, l'ennemi sera toujours, l'invisible sera toujours l'ennemi de l'homme, jusqu'à ce que l'homme ait établi un équilibre avec l'invisible et que l'homme soit dans une relation mentale parfaitement équilibrée avec son ajusteur de pensée. Quand l'homme aura établi une relation parfaite avec l'ajusteur de pensée, l'occulte de sa conscience sera remplacé par le pouvoir de sa conscience. À ce moment-là, l'homme sera dans le pouvoir créatif et l'homme pourra utiliser le pouvoir créatif pour se libérer lui-même constamment, tant qu'il sera dans la matière, des moindres influences astrales qui puissent passer dans sa conscience et interférer avec sa volonté créative. Et quand l'homme mourra, qu'il ira en conscience morontielle, ce pouvoir créatif-là, ça fera partie de sa nouvelle domination des mondes sur les autres plans, en dehors du monde astral, et c'est là que l'homme pourra commencer à construire de nouvelles civilisations, parce qu'il aura accès à des moyens qu'il n'a pas sur le plan matériel. Donc, il s'ajoutera un chaînon à l'évolution cosmique des grands êtres de lumière, puis l'homme fera partie de ce chaînon-là, et à ce moment-là, l'homme ne reviendra plus à la Terre, ne fera plus partie de la Terre, et l'homme sera réellement un être supérieur, un être avancé, un être conscient, appelez ça comme vous voulez. Mais à ce moment-là, l'homme ne sera plus dominé et dominable. Et si dans les autres mondes, dans la morontialité ou dans les mondes où il aura finalement réussi à transgresser les lois de la mort, il en arrive un jour, pour toutes sortes de raisons, à faire des erreurs fondamentales, comme il y en a eu dans le passé. L'homme, probablement, se joindra à des forces qui, dans le passé, ont exécuté fortement le principe de la domination sur l'humanité, et l'homme deviendra un nouveau luciférien. C'est des possibilités. C'est des possibilités. Ça fait partie des possibilités que l'homme un jour devienne un nouveau luciférien dans des mondes où, pour une raison ou une autre, il n'aurait pas compris l'avantage de laisser libre les entités en évolution. Laisser une entité en évolution libre, ça demande quoi? Ça demande qu'elle ne meure pas. Tu ne peux pas laisser une entité en évolution, une entité qui meurt, autrement dit, qui est sujette aux lois de l'âme, donc aux lois de la matière, aux lois de la chair, ça ne peut pas être laissé libre sur la Terre parce que les forces astrales sont trop puissantes. Les forces du plaisir, la chair, la nourriture, le sexe, ainsi de suite. C'est trop fort. Donc, tu ne peux pas laisser l'homme libre sur la Terre parce que il ne l'est pas intégralement. Si l'homme était libre intégralement sur la Terre, la civilisation telle que nous la connaissons, elle disparaîtrait. Donc, il n'y a pas de raison pour l'existence de la Terre en tant que refuge pour l'évolution de l'âme. Mais lorsque l'homme mourra, lorsque l'homme sera rendu sur le plan morontiel, à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin d'être
limité par sa matérialité parce qu'il l'a remis de côté. Il ne sera plus en conscience matérielle, il sera en conscience morontielle. Mais même en conscience morontielle, l'homme aura